Dans les montagnes majestueuses et les forêts taux denses, ce ne sont pas seulement les touristes qui peuvent disparaître sans laisser de traces, mais aussi ceux qui sont appelés à protéger ces terres sauvages, les gardes forestiers. Ces personnes courageuses qui consacrent leur vie à la protection de la nature sont parfois victimes de ces forces mystérieuses et imprévisibles. Ces dernières années, plusieurs cas de disparition de gardes forestiers ont laissé derrière eux de nombreuses questions et des détails mystérieux qui n'ont toujours pas d'explication logique. Des phénomènes étranges, des traces mystérieuses et des forces inconnues accompagnent ces événements. Ils laissent non seulement une trace dans l'histoire des parcs, mais aussi de l'inquiétude chez ceux qui tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques-unes des disparitions de gardes forestiers les plus mystérieuses. S'agit-il de simples accidents ou y a-t-il quelque chose de plus dans la nature ? Jim Harrison, un garde forestier expérimenté qui travaillait dans le parc national olympique depuis plus de 20 ans, était un garde forestier. Il était connu pour sa connaissance de la faune et de la flore et pour son profond attachement à la forêt. Mais en août 2007, Jim a disparu dans des circonstances mystérieuses, laissant derrière lui une série d'indices mystérieux qui suscitent encore des interrogations et des craintes. Jim a toujours eu l'impression de faire partie du parc. Olympique n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un organisme vivant qui respire, disait-il à ses collègues. Ses paroles sont devenues prophétiques. Cet été-là, quelque chose a changé dans l'atmosphère du parc. Les visiteurs signalent des bruits étranges. Ils décrivent un long sifflement aigu provenant des forêts la nuit, ainsi que des phénomènes lumineux apparaissant entre les arbres, comme si les lumières célestes dansaient sous la canopée des pins. Jim, malgré sa rationalité, a commencé à dire à ses collègues que quelque chose n'allait pas, que la nature se comportait bizarrement. Il avait l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait pendant qu'il patrouillait. Le 25 août 2007, Jim était parti en patrouille dans la partie ouest du parc, près du lac Crystal. Il s'était souvent rendu dans cette zone et la connaissait mieux que quiconque. Lorsque ses collègues ont tenté de le contacter par radio, Jim n'a pas répondu. Le lendemain, comme il n'était pas revenu, les recherches ont commencé. Sa Jeep de patrouille a été retrouvée sur la piste, mais il n'y avait aucune trace de Jim lui-même. Le seul indice était son carnet de notes, posé sur le siège avant, ouvert jusqu'à la dernière ligne. Il s'agissait de quelques lignes floues d'un message écrit à la hâte qui disait « J'entends un sifflement étrange et il m'appelle ». Les équipes de recherche ont passé la forêt au peigne fin pendant plusieurs semaines. Au début, tout ressemblait à un processus de recherche typique. Hélicoptères, chiens, bénévoles, mais la situation a commencé à prendre un caractère de plus en plus étrange lorsque les chercheurs eux-mêmes ont commencé à rencontrer des phénomènes inexpliqués. Un soir, alors qu'un groupe de gardes forestiers se rendait sur le lieu de la disparition, l'un d'entre eux a aperçu une étrange silhouette entre les arbres. Il l'a décrite comme une grande ombre qui se déplaçait rapidement et silencieusement. Le sentiment que quelqu'un les observait a hanté tous les membres de l'équipe, mais aucune trace de cette personne n'a été trouvée. Certains rangers ont même commencé à entendre le même sifflement que Jim avait mentionné dans ses derniers enregistrements, mais aucune source de son n'a été trouvée. L'un des volontaires a raconté que lorsqu'il passait devant le fourré, il avait l'impression que quelqu'un lui touchait l'épaule, alors qu'il n'y avait personne. Cela a donné lieu à de nombreuses discussions entre les sauveteurs. La plupart d'entre eux étaient expérimentés et ne croyaient même pas au surnaturel, mais même eux ne pouvaient expliquer ces événements. Des semaines de recherche n'ont rien donné et beaucoup ont commencé à perdre espoir.
Cependant, un mois après la disparition, l'un des gardes forestiers a trouvé quelque chose d'étrange non loin de l'endroit où Jim a disparu. Il s'agissait d'une vieille croix de bois profondément enfoncée dans le sol et recouverte de mousse, comme si elle était là depuis des décennies, voire des siècles. À côté de la croix se trouvait le sac à dos de Jim. Cependant, au lieu d'un kit touristique typique, le sac à dos contenait plusieurs vieilles Photoshima photographies et un carnet qui semblait beaucoup plus ancien. Les photos montraient des personnes vêtues de vêtements de la fin du XIXe siècle, avec pour toile de fond les mêmes de forêt. L'une des photos montrait un visage qui ressemblait à celui de Jim, même si cela semblait impossible. Le carnet contenait des inscriptions étranges sur la recherche de la lumière éternelle et sur d'étranges rituels qui avaient été pratiqués dans ces forêts il y a de nombreuses années. Les mots étaient indéchiffrables, mais les expressions « chemin souterrain » et « aux gardiens de la forêt » étaient répétées plusieurs fois. Après cette étrange découverte, plusieurs théories ont vu le jour. Certains pensaient que Jim était tombé sur un ancien site de culte, peut-être lié à des rituels indigènes ou aux premiers colons. D'autres ont parlé des « gardiens de la forêt », des esprits ou des créatures qui protègent les espaces sauvages de l'ingérence humaine. Des légendes sur ces créatures existaient chez les peuples indigènes de ces terres avant même l'arrivée des colons blancs. D'autres théories, plus rationnelles, affirment que Jim aurait pu être victime d'un accident imprévisible ou devenir fou à cause de l'isolement et de la solitude prolongée dans la nature. Cependant, les événements étranges survenus au cours des recherches et les objets trouvés ont fait naître un halo mystique autour de sa disparition. Plusieurs années ont passé, mais l'histoire de Jim Harrison n'a jamais été élucidée. Son corps n'a jamais été retrouvé et des phénomènes étranges dans le parc ont continué à hanter les gardes forestiers locaux et les touristes. Les gens continuent de signaler d'étranges phénomènes lumineux et d'entendre le même sifflement que celui mentionné par Jim. Au cœur du désert sauvage du sud-est de l'Arizona, sur les pentes dangereuses des montagnes Chiricahua, se trouve l'un des secrets les plus énigmatiques des parcs nationaux américains. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un homme qui a disparu, mais d'une énigme non résolue qui intrigue les gens depuis plus de 40 ans. Paul Fugate, un garde forestier expérimenté et dévoué, est sorti un jour pour une patrouille de routine et a disparu sans laisser de traces. Pas de témoins, pas d'indices, pas d'explications. Que lui est-il arrivé dans ces paysages rudes et mystérieux? Le 13 janvier 1980, Paul Fugate travaille au centre d'accueil des visiteurs de la réserve nationale de Chiricahua, où il accomplit ses tâches habituelles. Vers 14 heures, il part en patrouille, informant l'employé saisonnier qu'il sera de retour à 16h30. Sa cible était la zone autour de Faraway Ranch, une nouvelle zone du parc qui commençait tout juste à s'intégrer à la réserve. Paul, vêtu de son uniforme de garde forestier et arborant fièrement son badge, n'est jamais revenu de cet itinéraire. Fugate avait laissé sa radio et ses clés au centre d'accueil des visiteurs. Premier détail inattendu pour les équipes de recherche qui ont ensuite tenté de retrouver sa trace. Cela signifie qu'il n'avait pas l'intention de voyager trop loin ou d'affronter des situations risquées. Néanmoins, lorsqu'il a disparu dans la soirée et que les pressentiments d'inquiétude se sont multipliés au coucher du soleil, l'employé saisonnier a contacté la direction du parc. L'une des plus importantes opérations de recherche de la région a été lancée. La garde nationale, des bénévoles, des hélicoptères, des chiens renifleurs et même des sauveteurs expérimentés d'autres agences ont participé à la recherche de Paul. Des centaines de personnes
ont passé au peigne fin des canyons et des sommets inaccessibles, traversés par des rochers et des sentiers étroits. Mais tous ces efforts sont restés vains. Aucune trace de Paul Phugat n'a jamais été retrouvée. Le terrain difficile de Chiricahua, avec ses hautes falaises et ses canyons, a rendu les recherches difficiles. Les empreintes de pas trouvées sur les sentiers se sont avérées être celles d'un autre membre de l'opération de recherche, ce qui a encore compliqué la situation. Le seul véritable indice sur ce qui aurait pu arriver à Paul est apparu plus tard, lorsqu'un témoin a affirmé avoir vu Paul dans une camionnette entre deux hommes, mais cette piste n'a pas non plus donné de résultat. La disparition de Paul a donné lieu à de nombreuses théories. Certains ont suggéré qu'il était accidentellement tombé dans des activités illégales telles que la contrebande de drogue ou l'immigration clandestine, ce qui a conduit à son assassinat. Selon d'autres, Phugat aurait laissé sa vie derrière lui pour en commencer une nouvelle, car il était connu pour être un homme qui entrait parfois en conflit avec les règles conservatrices du service des parcs. D'autres difficultés sont apparues parce que les autorités du parc n'étaient pas pressées de déclarer la mort de Paul. Paul a eu plusieurs conflits polypersonnels avec les responsables du parc, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles il aurait délibérément quitté son emploi ou même commencé une nouvelle vie ailleurs. Ces spéculations ont été alimentées par des informations selon lesquelles il aurait eu plusieurs liaisons pendant son mariage, ce que sa femme, Dodie, savait et supportait. Cependant, après sa disparition, il a laissé derrière lui tous ses biens, y compris de l'argent, une collection d'armes et des réparations inachevées sur son camion, ce qui rend improbable la théorie de la fugue. En 1981, le service des parcs nationaux déclare que Phugat a volontairement quitté son emploi et demande à sa femme, Dodie, de lui restituer les paiements qu'elle reçoit depuis sa disparition. Ce n'est que 6 ans plus tard, en 1986, après une seconde enquête, qu'il est officiellement déclaré mort, permettant à Dodie de recevoir une aide financière. Malgré tous les efforts, la disparition de Paul Phugat reste un mystère. En 2018, l'affaire a été rouverte après l'apparition de nouvelles preuves et la récompense pour des informations sur son sort a été portée à $60 000, mais aucune nouvelle piste significative n'a été trouvée. De nombreux collègues et amis de Paul, y compris sa femme, vivent toujours avec la douleur de ne pas connaître son sort. Cette histoire nous rappelle brutalement à quel point la nature sauvage peut être imprévisible et mystérieuse. Malgré toutes les technologies modernes et les efforts considérables des sauveteurs, il arrive que des personnes disparaissent sans laisser de traces. Dwayne McClure était un garde forestier expérimenté, un défenseur de l'environnement dévoué qui avait servi pendant 10 ans dans le parc national de Yellowstone. Le 22 mai 1980, il part en canoë pour une patrouille régulière sur le lac Yellowstone. Il s'agissait d'une tâche de routine pour McClure, mais cette fois-ci, il n'est pas revenu, ce qui a donné lieu à une opération de recherche et de sauvetage de grande envergure. Sa disparition a été une grande tragédie pour toute la communauté du parc et pour sa famille. Ce jour-là, Dwayne patrouillait sur le lac, célèbre pour sa grande superficie et ses eaux parfois agitées. Il était parti seul, comme il en avait l'habitude. Cependant, comme il ne répondait pas aux messages radio et ne revenait pas dans la soirée, ses collègues ont lancé des recherches. Son canoë retourné a été retrouvé le lendemain, mais aucune autre trace de Dwayne n'a été trouvée. Malgré les efforts des équipes de recherche, son corps n'a jamais été retrouvé. Cela a ajouté au mystère de l'incident, qui n'a toujours pas été résolu à ce jour. Les recherches ont été intensives et ont duré plusieurs jours. Les collègues de Dwayne
Les gardes forestiers, les bénévoles et les spécialistes du sauvetage aquatique y ont participé. Le lac Yellowstone est réputé pour ses conditions dangereuses. L'eau froide, les sous-courants et les changements météorologiques imprévisibles auraient bien pu être fatals à un plaisancier. Son canoë a été retrouvé renversé et abandonné, sans aucun signe de violence ou d'autres circonstances suspectes. On a donc supposé que la cause de sa disparition était une noyade accidentelle. Cependant, l'absence de son corps a laissé de nombreuses questions sans réponse. Ses collègues et sa famille l'ont décrit comme un homme doté d'un profond sens du devoir et soucieux de l'environnement. Sa mort a profondément affecté tous ceux qui le connaissaient, et son nom reste dans la mémoire du personnel du service des parcs nationaux comme un symbole de dévouement à son travail, même face aux dangers de la nature sauvage. Sa mort a été officiellement déclarée le 9 juin 1981 après une longue enquête et une année de recherches infructueuses pour retrouver son corps. Ses parents et ses 2 frères ont survécu à McClure et son souvenir est toujours présent parmi les gardes forestiers et ceux qui continuent à protéger les parcs nationaux. Un autre cas de disparition mystérieuse d'un garde forestier concerne Gerald Berrigan, qui travaillait dans le parc national de Denali en Alaska. Il a disparu en juillet 1981 alors qu'il était en service. Cet incident a déclenché une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle qui a couvert de vastes zones du terrain montagneux isolé du parc. Berrigan est parti en patrouille dans l'une des zones les plus reculées du parc, mais après plusieurs jours d'absence et sans contact radio, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. Son dernier itinéraire connu lui faisait traverser des zones dangereuses et inaccessibles, connues pour leurs conditions difficiles. Lorsqu'il ne s'est pas présenté à l'heure prévue, des recherches ont été lancées, à l'aide d'hélicoptères, de chiens de recherche et d'équipes au sol. Les recherches n'ont permis de retrouver que son matériel abandonné et les traces de son séjour sur l'un des cols. Aucune preuve, ni même aucun indice de ce qui lui est arrivé, n'a jamais été trouvé. Il existe plusieurs versions de ce qui aurait pu se passer, d'un accident en montagne à une possible attaque d'animaux sauvages. Malgré tous les efforts, Jerry Berrigan a disparu, laissant derrière lui l'un des plus grands mystères des parcs nationaux de l'Alaska. Le parc national de Yosemite est l'une des régions sauvages les plus pittoresques et les plus dangereuses de Californie. Le parc est célèbre pour sa beauté et sa riche histoire, mais parmi les légendes touristiques et les histoires de vues incroyables, il y a un sombre secret qui le hante depuis de nombreuses années. C'est l'histoire du garde forestier Emily Woods, qui, un jour, a tout simplement disparu dans les profondeurs du parc, ne laissant derrière elle que quelques indices mystiques. Emily Woods, 31 ans, garde forestier expérimenté avec 10 ans d'expérience, a commencé sa carrière au sein du service des parcs nationaux des États-Unis après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle avait toujours rêvé de travailler à Yosemite, où les immenses chutes d'eau et les pics rocheux symbolisaient son amour profond de la nature. Elle n'était pas seulement garde forestière, mais aussi promotrice de la conservation de la faune et de la flore auprès des visiteurs, en particulier des enfants, qu'elle emmenait souvent en excursion dans le parc. L'été 2010 a été chaud et calme. Des touristes du monde entier affluent dans le parc pour profiter de sa beauté naturelle, et Emily ne fait pas exception à la règle en se préparant à la saison chargée. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit au cours de ces mois. Les gardes forestiers et les touristes
ont signalé à plusieurs reprises des bruits étranges provenant des forêts profondes, ainsi que des ombres vacillantes à l'horizon qui n'étaient-ils pas typiques de la région. Pour la plupart des gens, il ne s'agit que d'histoires, mais Emily sent que quelque chose ne va pas. Emily commença à remarquer d'étranges changements dans ses patrouilles habituelles. Les oiseaux qui chantaient habituellement pendant ses promenades étaient silencieux, comme si la forêt était devenue silencieuse en sa présence. Les chemins familiers qu'elle empruntait depuis des années lui semblaient étranges, et elle avait parfois l'impression que des yeux invisibles l'observaient. Elle plaisante avec ses collègues en disant que la forêt respire et a ses propres projets. Mais au fond d'elle-même, elle sentait qu'il ne s'agissait pas d'une simple rumeur. Le 17 juillet, Emily est chargée de patrouiller dans l'un des coins les plus reculés du parc, connu sous le nom de « Bosquet maudit ». Cette zone doit son nom à une série d'incidents étranges qui s'y sont produits au fil des décennies, allant de la disparition de randonneurs à l'effondrement aléatoire d'arbres et de rochers. De nombreux gardes forestiers évitent la zone car elle est considérée comme difficile et dangereuse à patrouiller. Emily s'est prête pour cette mission, même si elle se sent un peu anxieuse. Elle doit inspecter la zone et vérifier l'équipement laissé par les autres guides. Avant de partir, elle laisse un mot à son collègue, indiquant son itinéraire et son heure de retour. Un protocole courant pour les rangers. Elle les laisse partir seule, dans sa Jeep, avec l'intention de revenir dans la soirée. Emily n'est pas revenue cette nuit-là. Comme elle n'était pas joignable par radio, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. Le parc a rapidement organisé une opération de recherche et de sauvetage, car une période de silence aussi longue était atypique pour un garde forestier expérimenté. Sa Jeep est la première à être retrouvée. Elle était garée à l'orée de la forêt, près du sentier qui s'enfonçait dans le bois maudit. Son talkie-walkie se trouvait sur la banquette arrière, et on ne savait pas pourquoi elle ne l'avait pas pris avec elle. Une équipe de secours composée de gardes forestiers, expérimentés et de bénévoles s'est mise en route sur le sentier emprunté par Emily. Dès les premières heures, ils n'ont trouvé aucune trace de sa présence, à l'exception de ses empreintes de pas sur le sentier. 2 semaines plus tard, les recherches ont été officiellement arrêtées. Aucune trace d'Emily n'a jamais été retrouvée. Seuls quelques effets personnels et un étrange symbole sur un arbre constituent les seuls indices. La version officielle est celle de l'accident. Emily aurait eu un accident ou se serait perdue sur le terrain accidenté du parc. Mais d'autres versions commencent à circuler parmi les gardes forestiers et les habitants de la région. Certains pensent qu'elle est tombée sur quelque chose d'ancien et d'interdit, peut-être un site rituel lié à des forces obscures. Cependant, aucune preuve réelle n'a été apportée et l'affaire d'Emily n'a toujours pas été résolue. C'est tout pour l'instant. Donnez un pouce en l'air si vous avez aimé, écrivez votre opinion dans les commentaires. Ci-dessous et à bientôt. Bye. Qu'est-il arrivé à des professionnels chevronnés qui partaient pour leur dernière patrouille, connus pour leur connaissance des sentiers et des forêts? Auraient-ils rencontré sur leur chemin autre chose qu'un paysage sauvage? En 1983, Paul Whitaker a tout simplement disparu, ne laissant derrière lui qu'une mystérieuse empreinte de bottes. Quelques années plus tard, Siddhant Patil, un garde forestier de Glacier, est revenu après 1 an d'absence, sans savoir où il avait passé tout ce temps, avec des souvenirs vides et des cicatrices laissées par les silhouettes sombres qui l'avaient poursuivi. Une autre, l'histoire est celle d'Evan Reed, qui un jour s'est aventuré dans les étendues sauvages de la forêt olympique et s'est retrouvé, selon ses propres termes, dans un endroit où le temps s'était figé. Après 1 an d'absence, il était réapparu, apparemment indemne, mais avec de nouveaux souvenirs d'une forêt étrange
qui semblait vouloir le retenir. Et, bien sûr, Alex Turner, dont les traces ont disparu dans le canyon des Cascades, mais dont il reste des photographies inquiétantes où il regarde par-dessus son épaule, comme dans une prémonition. Ce n'est qu'une partie des mystérieuses disparitions de Rangers. Aujourd'hui, nous allons révéler ces histoires et ce qu'elles peuvent avoir en commun. Quel genre de pouvoir se cache dans ces lieux sauvages, inaccessibles à la civilisation? Mythe ou réalité, les boucles temporelles existent-elles dans les parcs nationaux américains? Plongeons dans un monde où le temps peut être complètement différent. Le matin du 12 janvier 1983, Paul Whitaker, un garde forestier chevronné ayant plus de 10 ans d'expérience, commence sa journée comme d'habitude. Paul était connu pour son profond respect de la Terre et avait une affinité particulière pour les formations rocheuses uniques du Chiricahua National Monument. C'était un homme de routine qui commençait souvent son service tôt, accueillait les touristes et les informait sur la géologie et la faune rare du parc. Cette journée était calme mais froide. L'hiver dans le sud-est de l'Arizona était doux, mais dans le haut désert, les températures pouvaient encore chuter de manière significative. Paul porte l'uniforme standard du service des parcs, le vert et le gris familier avec l'écusson Arrowhead du NPS sur la manche et un badge doré fièrement apposé sur la poitrine. Vers 14 heures, Paul a fait une pause dans son travail au centre d'accueil des visiteurs, disant à ses collègues qu'il allait faire une petite promenade pour voir le sentier. Il aime souvent parcourir les sentiers les plus isolés car ils lui procurent un sentiment de paix. Cette fois-ci, il a décidé de parcourir le sentier Heart of the Rocks, une partie plus inaccessible et plus éloignée du parc, connu pour son labyrinthe de formations rocheuses. Il promet de revenir le soir. Les collègues de Paul n'y prêtent pas beaucoup d'attention, car il part souvent en randonnée pendant les pauses. Mais lorsque l'horloge a sonné 18 heures et qu'il n'est pas revenu, un sentiment d'inquiétude s'était répandu parmi le personnel du parc. Les appels à la radio sont restés sans réponse et personne ne l'a vu revenir. Dans la soirée, le personnel du parc a prévenu le bureau du shérif du comté de Cochise et une opération de recherche a rapidement été organisée. Au cours des jours suivants, une équipe de gardes forestiers, de sauveteurs bénévoles et même d'hélicoptères ont fouillé le terrain accidenté et sauvage de Chiricahua. Malgré leur diligence, ils n'ont trouvé aucune trace de Paul. Le sentier Heart of the Rocks a été minutieusement vérifié, de même que les zones environnantes, mais le seul indice qu'ils ont trouvé est une empreinte de bottes bien usées près d'un ravin escarpé. Une empreinte qui correspond aux bottes de Paul. Au fil des jours, des questions et des théories ont commencé à émerger au sein de l'équipe de recherche. Les canyons, les arroyos et les forêts denses du parc créent un environnement labyrinthique dans lequel il est facile d'être désorienté. Cependant, Paul n'était pas un amateur. Il connaissait ses sentiers sur le bout des doigts. Le bureau du shérif a d'abord envisagé la possibilité qu'il soit tombé ou se soit blessé. Mais il n'y avait aucun signe de lutte, aucune végétation arrachée et aucun sol perturbé. Les chiens de recherche engagés pour retrouver l'odeur de Paul n'ont pas réussi à trouver de piste. Et lorsque la neige a commencé à tomber, 1 semaine après sa disparition, les espoirs de le retrouver se sont amenuisés. Les semaines se sont transformées en mois sans aucune piste, et l'affaire s'est encore refroidie. Des rumeurs ont commencé à faire surface, allant du plausible au surnaturel. Certains pensent que Paul est tombé sur une activité illégale, qu'il a peut-être rencontré des trafiquants de drogue qui empruntaient les sentiers isolés du parc. D'autres pensent qu'il a été victime d'un acte criminel,
bien qu'aucun signe de violence ou d'acte criminel n'ait été trouvé. L'une des théories les plus étranges est liée aux anciennes légendes apaches associées au territoire. Chiricahua, avec ses hautes falaises et ses niches secrètes, a longtemps été un lieu de signification spirituelle pour les Apaches. Certains considéraient la terre comme sacrée et avertissaient que certaines zones étaient considérées comme interdites. Les légendes locales parlent d'esprits errants et de lumières mystérieuses qui égarent les voyageurs. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de Paul, des visiteurs et des membres du personnel ont déclaré avoir vu d'étranges lumières vacillantes près du Heart of the Rocks. Certains ont affirmé que ces lumières se déplaçaient délibérément, comme si elles guidèrent quelqu'un ou quelque chose plus profondément dans le parc. Les gardes forestiers qui ont passé la nuit dans le cadre de la mission de recherche ont fait état d'un étrange sentiment d'être observés, et nombre d'entre eux n'ont pu s'en défaire, même après avoir quitté le parc. Pendant plusieurs années, l'affaire Paul n'a pas été résolue. De temps en temps, un indice apparaissait, mais il se transformait en rien. Le service des parcs a beau offrir des récompenses et effectuer des recherches périodiques, aucune trace de Paul n'est jamais retrouvée. Fin 1984, près de 2 ans après sa disparition, le centre d'accueil du parc reçoit une lettre inhabituelle. La lettre, postée d'une ville isolée de l'Utah, prétendait contenir des informations sur l'endroit où se trouvait Paul. Elle n'était signée que des initiales EEL. La lettre était énigmatique, laissant entendre que Paul était entré dans un autre monde et suggérant au personnel du parc d'écouter les chuchotements dans le canyon. Elle mentionne des points de repère spécifiques sur le sentier Heart of the Rock, ce qui conduit à une nouvelle série de recherches au début de l'année 1985. Les équipes sont retournées au cœur des rochers et dans les ravins environnants, dans l'espoir de trouver un nouvel indice. Cependant, aucune preuve n'a été trouvée. Certains chercheurs considèrent la lettre comme un cruel canular, mais d'autres ne peuvent donc s'empêcher de penser qu'il y a une part de vérité dans cette lettre. Le garde forestier Matt Ross, qui était proche de Paul, a continué à patrouiller régulièrement dans la région du cœur des Rocheuses, laissant de petites marques sur des points de repère importants, au cas où Paul ou quelqu'un d'autre les trouverait. En mars 1985, une randonneuse du nom de Susan Miller signala au responsable du parc une rencontre effrayante. Elle affirme avoir vu un homme correspondant à la description de Paul marcher le long d'un sentier étroit près de Heart of the Rocks. Il portait un uniforme miteux des services du parc et son visage était inexpressif tandis qu'il se déplaçait entre les arbres. Suzanne l'a appelé, mais il n'a pas répondu et a disparu au détour d'un sentier. Lorsque les gardes forestiers ont vérifié la zone où Suzanne a dit avoir vu la silhouette, ils n'ont rien trouvé. Cependant, ils ont trouvé un objet coincé entre des rochers le long du sentier. L'insigne doré de Paul, terni et usé par les intempéries, mais indéniablement le sien. La nouvelle de la vision de Suzanne se répandit, attirant des visiteurs curieux et des amateurs de paranormal. Malgré l'intrigue, aucune autre observation n'a été signalée, et l'insigne semble rester la seule nouvelle preuve pendant de nombreuses années. En 1986, plus de 3 ans après la disparition de Paul, un garde forestier effectuant des patrouilles de routine dans une zone isolée de Chiricahua tomba sur un étrange campement près d'un canyon caché. Là, dans une petite clairière cachée, se trouvait un journal intime poussiéreux et usé par les intempéries, dont il a été confirmé qu'il avait appartenu à Paul Whitaker. Les entrées étaient clairsemées, presque incohérentes, avec un mélange de croquis, de pensées de griffonnées et de symboles. Les dernières pages
sont particulièrement troublantes. Paul décrit qu'il se sentait observé, que des ombres le suivaient et qu'il entendait des voix murmurer son nom la nuit. Sa dernière inscription était la suivante. « Ça, j'ai trouvé une issue. La lumière m'appelle, je dois la suivre, au plus profond du labyrinthe de pierre. Si quelqu'un trouve ceci, écoutez les signes. Attention au canyon de l'écho. » Le journal a ravivé l'intérêt pour le cas de Paul, ce qui a conduit à une nouvelle recherche intensive dans le canyon, près de l'endroit où le journal a été trouvé. Mais là encore, rien de plus n'a été trouvé. Quelques années plus tard, le service des parcs a discrètement classé l'affaire, déclarant officiellement Paul Whitaker disparu et présumé mort. Son journal, un badge et quelques objets personnels sont tout ce qui reste de lui. Depuis la disparition de Paul Whitaker, le parc national de Shirakawa continue d'attirer les touristes, les amoureux de la nature et, plus récemment, les personnes intriguées par le surnaturel. Les gardes forestiers qui patrouillent sur le sentier Heart of the Rocks parlent parfois d'une présence, d'un silence inquiétant qui s'installe sans prévenir. Les visiteurs signalent parfois des lumières étranges ou l'apparition d'une silhouette solitaire vêtue d'un uniforme de garde forestier usé. Aujourd'hui encore, certains pensent comme bien que Paul Whitaker a été poussé par quelque chose d'ancien et d'incompréhensible, une force cachée dans le terrain accidenté de Chirikawa. L'incident reste l'un des plus grands mystères du parc, et l'histoire de Paul nous rappelle étrangement que l'inconnu se cache dans la nature. L'histoire de la disparition de Siddhant Vital Patil, un garde forestier expérimenté, a commencé le 6 juillet dans le parc national de Glacier, dans le Montana. Siddhant, qui travaillait pour le parc depuis plus de 5 ans, était connu pour son dévouement à la nature et sa connaissance approfondie de la région. Ce matin-là, il était parti en patrouille près de la rivière Avalanche Creek, où il devait vérifier l'état des sentiers après les récentes pluies. Mais il n'est pas revenu ce jour-là, et cette disparition est le début d'une histoire étrange et mystérieuse. Patil s'est rendu à son endroit habituel, près des chutes d'avalanche, en emportant uniquement l'équipement standard, une boussole, une carte et une petite réserve de nourriture. Au moment de sa disparition, Siddhant a fait savoir par radio qu'il se dirigeait vers la rivière pour enquêter sur un endroit où les sentiers auraient bien pu être endommagés. Ses collègues ont entendu son dernier message à 10h07, les rassurant sur la sécurité de l'itinéraire. Mais plus tard, lorsqu'il n'est pas revenu à l'heure prévue, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. Quelques heures après l'heure de retour prévue, ils ont tenté de le contacter par radio, mais sans succès. Son absence a d'abord été expliquée comme un retard possible, dû au mauvais temps ou à d'autres circonstances imprévues. Cependant, sans nouvelles dans la soirée, l'équipe du parc a commencé à préparer une opération de recherche et de sauvetage, car Siddhant attendait sa femme, avec laquelle il vivait près du parc. Des dizaines d'employés du parc, de sauveteurs et de bénévoles, se sont joints aux recherches. Des drones et des hélicoptères ont été utilisés dans les montagnes pour étudier la zone depuis les airs, et des chiens spécialement entraînés ont également été utilisés. Tous les efforts ont été déployés, car Siddhant était un garde forestier expérimenté qui connaissait tous les sentiers du parc. Sa disparition reste inexpliquée et effraie même ses collègues les plus expérimentés. Les recherches ont duré toute la journée, mais il n'y avait pas la moindre trace de lui, ni de son sac à dos, ni de ses effets personnels. Les Rangers passent au peigne fin tous les itinéraires où il aurait pu se trouver, mais ils restent au point, mort. Le 4e jour, l'un des Rangers trouve son chapeau dans une gorge profonde,
à quelques kilomètres de l'endroit où Siddhant a été vu pour la dernière fois. Les taugardes sont montés dans la gorge, espérant en trouver d'autres, mais l'endroit semblait n'avoir pas été touché depuis des années. On aurait dit que le chapeau s'était retrouvé là par accident, comme si quelqu'un l'avait apporté exprès et l'avait laissé derrière lui pour brouiller les pistes. Exactement 1 an plus tard, le 6 juillet de l'année suivante, Siddhant Patil est revenu. Il est apparu sur la route près de Glacier Park, complètement désorienté et portant un uniforme de garde forestier en lambeaux. Sa peau était émaciée, il portait de profondes égratignures et ses yeux reflétaient une anxiété inexplicable. Il donnait l'impression d'avoir passé des mois dans la forêt profonde, sans aucun contact avec la civilisation. Lorsqu'on lui a demandé où il avait passé tout ce temps, il s'est contenté de dire qu'il ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé sur la route. Son dernier souvenir était celui d'une personne se tenant près de la rivière et surveillant la région. Plus tard, Siddhant a parlé de sensations étranges pendant sa disparition, de silhouettes sombres qui le hantèrent la nuit, et de voix étranges qui l'appelaient. Il a déclaré qu'à chaque fois qu'il essayait de s'approcher des silhouettes, celles-ci disparaissaient dans le brouillard. Les médecins et psychologues qui ont examiné Siddhant n'ont pas trouvé d'explication à son état. Il était épuisé, mais n'était pas affamé et ne présentait pas de blessures graves. Lorsqu'ils lui ont demandé ce dont il se souvenait, il a commencé à décrire des fragments étranges, comme s'ils provenaient d'une autre dimension. Il a dit qu'il avait parfois l'impression de se trouver aux mêmes endroits, mais qu'il ne comprenait rien. Pas de lumière, pas de jour, pas de nuit. Certains détails de ces récits semblaient similaires aux légendes sur les portails temporels qui circulaient parmi les travailleurs de Glacier Park. Bien que la plupart d'entre elles ne soient que des légendes urbaines, l'histoire de Siddhant a incité de nombreuses personnes à reconsidérer leur attitude à l'égard de ces rumeurs. Après son retour, Siddhant n'a pas pu travailler longtemps dans le parc. Son état mental était resté instable et chaque fois qu'il voyait le brouillard au-dessus de la rivière, il éprouvait un sentiment de peur et de panique. Il ne revint jamais au parc et décida de s'éloigner des montagnes. Sa disparition a laissé des traces dans le parc national des glaciers. Les autres taugardes commencent à discuter de la possibilité de phénomènes inhabituels, notamment de portails temporels, qui pourraient s'ouvrir à certains endroits et attirer les gens. Certains ont même émis l'hypothèse que les figures étranges vues par Siddhant pouvaient être le reflet de personnes qui s'étaient moins perdues dans le parc à différentes époques. En juillet 1983, Evan Reed, garde forestier expérimenté depuis une dizaine d'années, entreprend une visite de routine dans l'une des parties les plus reculées de la forêt nationale olympique. Connue pour son caractère sauvage, cette forêt abrite des arbres anciens, des gorges profondes et de nombreux lacs. Evan devait vérifier l'état des sentiers de randonnée et voir s'il y avait des signes de braconnage dans la forêt. Le temps était calme et il n'y avait aucun signe de trouble. Il a quitté la station tôt le matin avec l'intention de revenir le soir. Cependant, à la fin de sa journée de travail, Evan n'est jamais revenu. Dans un premier temps, ses collègues ne s'inquiètent pas, pensant qu'il a pu être retardé par des circonstances imprévues ou un dysfonctionnement de la radio. Mais le lendemain, comme il ne donnait aucune nouvelle, une opération de recherche a été organisée. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, diverses théories ont commencé à émerger sur ce qui aurait pu arriver à Evan. La forêt olympique est connue depuis longtemps comme un endroit où les habitants ont remarqué des phénomènes étranges. Certains ont rappelé les anciennes légendes des Indiens qui croyaient que la forêt était un lieu où s'ouvraient des portails vers d'autres mondes. D'autres supposaient
l'existence d'une faille temporelle au cœur de la forêt, capable de faire voyager les gens dans le temps. Bien sûr, ces théories semblaient peu probables, mais pour la famille et les amis d'Evan, qui n'avaient aucune réponse, toute suggestion semblait digne d'être prise en considération. Plusieurs des gardes forestiers qui ont participé à l'opération de recherche ont déclaré avoir vécu des choses étranges en explorant la forêt. L'un d'entre eux a déclaré avoir entendu un murmure dans l'air, alors qu'il n'y avait personne. D'autres ont affirmé avoir vu des ombres se déplacer entre les arbres, mais lorsqu'ils se sont approchés, les ombres ont disparu. L'atmosphère inhabituelle de la forêt a suscité l'inquiétude et la méfiance, et beaucoup ont commencé à croire qu'Evan était victime de quelque chose de surnaturel. Exactement 1 an plus tard, en juillet 1984, le jour même de la disparition d'Evan, celui-ci apparut soudainement sur le pas de la porte du poste de garde forestier. Il portait les mêmes vêtements, le même sac à dos et avait presque la même apparence que le jour de sa disparition. Cependant, son visage reflétait la peur et la confusion. Lorsque ses collègues l'ont vu, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Evan n'avait pas d'explication claire à sa disparition. Il se souvient seulement qu'il marchait le long d'un sentier et qu'il a soudain été pris de vertige. Ensuite, il s'était retrouvé dans un endroit étrange, où tout ce qui l'entourait avait changé. La forêt n'était pas familière, et les arbres avaient une couleur différente. Il n'entendait aucun autre son que celui de sa respiration et ne voyait aucune créature vivante. Se souvenant de son séjour dans cet endroit mystérieux, Evan a déclaré que le temps semblait s'y être figé. Le soleil ne bougeait pas, et les ombres restaient en place. Il a essayé de revenir, mais à chaque fois, le paysage changeait, comme si la nature elle-même lui jouait des tours. Il était paniqué, mais ne trouvait pas d'issue. Dans les jours qui ont suivi le retour d'Evan, ses collègues et ses médecins ont tenté de comprendre ce qui lui était arrivé. Il ne présentait aucun signe de blessure ou d'épuisement, ce qui était inhabituel après une si longue disparition. Cependant, un examen médical a révélé quelque chose d'étrange. Selon les médecins, son état physique était comme s'il avait disparu pendant quelques heures seulement, et non pendant 1 an. Lorsque les experts ont commencé à examiner les objets d'art qu'il avait sur lui, ils ont trouvé un autre détail mystérieux. L'eau de sa gourde était absolument propre et fraîche, alors qu'après 1 an dans un récipient fermé, elle aurait dû au moins changer de goût. Sa boussole n'indiquait pas la direction, mais tournait simplement comme sous l'influence d'un champ magnétique. Parmi ses affaires, il y avait aussi un vieux carnet dans lequel il avait écrit plusieurs choses. Dans l'un d'eux, il a écrit « Tout ici a changé. Je vois des arbres qui n'étaient pas là avant. Il n'y a que le silence et le froid autour de moi. » D'autres pages contenaient des inscriptions chaotiques qui suggéraient qu'il souffrait d'une dépression mentale ou d'une perte de temps. Après son retour, Evan s'est renfermé sur lui-même et a refusé de parler de ce qui lui était arrivé. Il ne pouvait pas expliquer où il avait été pendant tout ce temps, ni ce qui lui était arrivé dans la forêt. Il a également commencé à éviter les lieux associés à la forêt nationale olympique et a abandonné son travail de garde forestier, qu'il avait aimé toute sa vie. Malheureusement, on ne connaît pas d'autres détails sur la vie d'Evan. Alex Turner était un garde forestier expérimenté, respecté et dévoué. Il travaillait pour le parc depuis près de 15 ans et, au moment de sa disparition, à la fin du mois d'août 1990, il était bien connu comme un professionnel qui empruntait souvent les itinéraires les plus reculés et qui aimait la solitude des montagnes. Alex se portait souvent volontaire pour patrouiller dans des zones reculées, seul dans le paysage montagneux accidenté du parc de Grand Téton, loin des sentiers de randonnée bondés. Le 24 août 1990,
Alex est parti pour sa patrouille de routine dans la région de Cascade Canyon, une zone accidentée mais pittoresque entourée d'imposantes falaises de granit et de lacs alpins. La patrouille ne devait durer que 48 heures, car il connaissait la région comme sa poche. Il s'est enregistré à la station de Lapin Meadows, a indiqué quand il serait de retour et a disparu dans la nature. Lorsqu'Alex n'a pas donné de nouvelles, ses collègues n'y ont d'abord pas prêté attention. Il avait déjà connu des retards en raison d'un terrain difficile, ou peut-être restait-il sur place pour explorer les sentiers de plus près. Mais lorsque les jours ont passé sans nouvelles, une véritable opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Des gardes forestiers, des bénévoles et des chiens de recherche ont passé le canyon au peigne fin, à la recherche de tous les itinéraires possibles qu'Alex aurait pu emprunter. Les recherches se sont poursuivies et l'équipe a trouvé de mystérieux indices. À quelques kilomètres sur le sentier, ils ont découvert un campement de fortune. Il y avait beaucoup de petits objets, comme si quelqu'un avait quitté les lieux à la hâte. Mais le plus troublant, ce sont les petites photos Polaroid éparpillées un peu partout. Toutes les photos ont été prises en contre-plongée, comme si le photographe se cachait. Les photos montraient Alex marchant le long du sentier de Cascade Canyon. Sur certaines d'entre elles, il se retourne par-dessus son épaule, comme s'il sentait que quelqu'un l'observait. La dernière photo était particulièrement effrayante. Elle montrait Alex debout sur la rive du lac Solitude, regardant directement dans l'objectif avec un regard confus et effrayé. Un frisson parcourt l'échine des Rangers. Comment ces photos ont-elles pu atterrir ici, dans un endroit aussi reculé? Et qui les a prises? Après la découverte du lac Solitude, la recherche des photos d'Alex n'a donné lieu à aucune nouvelle piste. Et c'est comme si la trace d'Alex s'était évanouie dans l'air. Et c'est tout. Les disparitions de Rangers dans des lieux mystérieux laissent plus de questions que de réponses. Ont-ils été victimes du surnaturel ou ont-ils été pris dans des boucles temporelles? Il n'y a pas de réponse, mais ces histoires nous amènent à nous demander ce qui peut nous attendre dans les coins les plus reculés de la nature. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous aimer, de laisser vos commentaires et de partager vos propres histoires. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la nature peut parfois cacher des secrets que nous ne soupçonnons même pas. L'histoire de la disparition des gardes forestiers est toujours pleine de détails mystérieux et inexpliqués qui ressemblent souvent à des intrigues de thrillers effrayants ou d'histoires d'horreur. L'un de ces cas est l'horrible disparition et la mort de Ben Steele, un garde forestier de 33 ans qui travaillait dans le parc national olympique, dans l'État de Washington. Sa disparition est devenue l'un des événements les plus horribles et les plus mystérieux de l'histoire des parcs américains. Ben Steele était l'un des meilleurs employés du parc, travaillant dans le service des gardes forestiers depuis plus de 10 ans. Depuis l'enfance, il était fasciné par la nature et son amour des forêts, des montagnes et de la vie sauvage l'avait poussé à devenir garde forestier. Le parc national olympique, avec ses forêts denses, ses rivières glacées et ses montagnes, est devenu la deuxième maison de Ben. Ben patrouillait régulièrement dans les zones les plus reculées du parc, où l'accès était limité et où même les touristes expérimentés s'aventuraient rarement. Ses collègues ont souvent rappelé qu'il se sentait chez lui dans les montagnes et les forêts, qu'il savait toujours s'orienter, même dans les conditions les plus difficiles, et qu'il avait une grande expérience de la survie dans la nature. En octobre 2007, Ben Steele a été chargé de visiter une zone reculée appelée Shadow Valleys,
située sur les pentes orientales du parc. Cette zone était connue pour sa faune et sa difficulté d'accès. En raison de son isolement, ce coin du parc était rarement visité par les touristes, et les gardes forestiers vérifiaient régulièrement que la zone n'était pas attaquée par des braconniers et qu'elle n'était pas endommagée. Ben est parti en patrouille pendant quelques jours. Il était censé rester en contact avec son téléphone satellite, mais dès le premier jour, ses signaux ont disparu. Ses collègues ont commencé à s'inquiéter, mais ont décidé d'attendre, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une perte de communication temporaire, due à la difficulté du terrain. Cependant, après 2 jours sans nouvelles, le parc a décidé de lancer une opération de recherche et de sauvetage. Une équipe de 8 gardes forestiers est partie à la recherche, y compris un hélicoptère pour examiner la zone depuis le ciel. Le 3e jour des recherches, l'équipe a trouvé les premières traces, un petit feu et un mégot de cigarette. Cela confirme la présence de Ben dans la région, mais il n'y a pas d'autres traces de ses déplacements sur le site du feu de camp. En outre, les chiens participant aux jeux et recherches ont d'abord détecté l'odeur de Ben, mais la piste s'est rapidement interrompue au milieu de la forêt, ce qui a détourné les chercheurs de leur chemin. Après quelques jours de recherches infructueuses, l'équipe a commencé à faire des découvertes macabres. Tout d'abord, ils ont trouvé des morceaux déchirés des vêtements de Ben, suspendus aux branches des arbres. Ensuite, ses bottes sont apparues sur le sentier, soigneusement empilées les unes à côté des autres. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément enlevé ses vêtements et les avait laissés comme d'étranges indices. 1 semaine après le début des recherches, le corps de Ben Steele a été retrouvé au bord de la rivière, dans une gorge profonde. L'eau avait partiellement submergé le corps et son visage était mutilé, comme on l'a découvert plus tard, à la suite d'une chute contre des pierres. Mais d'autres détails de la mort sont devenus un véritable mystère pour l'enquête. Son corps était partiellement dévêtu, ses vêtements de dessus manquaient et ses chaussures gisaient à quelques mètres de là. De nombreuses éraflures et coupures ont été découvertes sur les bras et les jambes de Ben. Mais le détail le plus effrayant est que ses doigts semblent avoir été coupés par lui-même. Les experts ont émis l'hypothèse d'un accident ou même d'une hypothermie lorsqu'une personne en état de panique ou de désorientation se fait du mal à elle-même. Cette théorie n'a toutefois pas été confirmée, car il ne faisait pas assez froid ce jour-là pour provoquer une hypothermie. Autre détail étrange, dans les poches de Ben, on a trouvé des morceaux de papier froissés dont l'écriture ne correspondait à aucun de ses documents ou journaux intimes. Les inscriptions étaient chaotiques et certaines d'entre elles n'avaient même pas de sens, ressemblant à un dessin désordonné. Certains experts ont suggéré qu'il avait peut-être subi un stress important ou qu'il avait paniqué avant sa mort, ce qui aurait pu l'amener à agir de la sorte. Les résultats de l'examen médico-légal n'ont pas permis de déterminer avec certitude la cause du décès. Bien qu'il y ait des signes d'une chute de hauteur, la raison pour laquelle Ben a enlevé ses vêtements et pourquoi ses doigts étaient dignes dans un tel état n'a pas été élucidée. La mort de Ben Steele a donné lieu à de nombreuses théories et conjectures. Une version populaire suggère que Ben aurait rencontré quelqu'un dans les bois qui ne voulait pas être trouvé, ce qui l'aurait conduit à la mort. Une autre hypothèse veut qu'il soit tombé sur des activités illégales telles que le braconnage ou le trafic de drogue, ce qui aurait provoqué le conflit fatal. Une autre théorie veut que Ben ait été victime d'un trouble psychologique ou même d'hallucinations dues à la fatigue ou au stress. Son comportement étrange avant sa mort, comme le fait de se déshabiller et de prendre des notes chaotiques, pourrait indiquer une perte de contrôle de son esprit. Mais la raison pour laquelle cela s'est produit à ce moment précis reste inconnue.
L'une des disparitions les plus mystérieuses d'un garde forestier s'est produite dans le parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee. Le garde Jacob Smith, 26 ans, employé chevronné du parc, a disparu alors qu'il patrouillait dans l'une des zones les plus reculées et les plus difficiles d'accès du parc. Cette histoire, pleine de détails macabres, n'a pas été élucidée depuis plus de 20 ans. Jacob Smith était garde forestier depuis 5 ans. Il n'était pas seulement un employé du parc. Jacob a littéralement grandi dans les Great Smoky Mountains. Son amour du plein air et sa relation particulière avec la faune et la flore ont fait de lui l'un des meilleurs employés du parc. Il connaissait intimement chaque sentier et chaque section du paysage montagneux. En août 2002, Jacob a été chargé d'effectuer des rondes dans une zone reculée du parc connue sous le nom de Dark Valley. Cette région était réputée pour ses sentiers accidentés, ses gorges profondes et ses forêts denses où les touristes étaient rares. La vallée sombre était l'une des zones où Jacob avait souvent patrouillé. Il était donc confiant et ne s'attendait pas à rencontrer de problème. Jacob quitte le bureau du parc le 14 août 2002 et part pour une patrouille de 2 jours. Il emporte l'équipement standard, une carte, une boussole, une radio, de la nourriture et de l'eau. Tout semblait normal. Jacob ne s'attendait à rien d'extraordinaire et n'a donc pas signalé de risque potentiel. Le dernier contact avec Jacob a été enregistré le lendemain, le 15 août, lorsqu'il a passé un bref appel téléphonique à son collègue pour confirmer qu'il était sur la piste. C'est la dernière fois que l'on a entendu parler de lui. Lorsque Jacob n'est pas revenu, ses collègues hommes se sont doutés qu'il s'était passé quelque chose, car il était toujours très responsable. Cela dit, son absence était alarmante et une opération de recherche et de sauvetage de grande envergure a été organisée dès le lendemain. Des dizaines de gardes forestiers, des équipes cynophiles et même des hélicoptères ont participé aux recherches. Au départ, les sauveteurs espéraient y retrouver Jacob rapidement, car la zone leur était familière, bien qu'inaccessible. Cependant, les recherches sont devenues de plus en plus difficiles au fil des jours. 4 jours après le début des recherches, l'équipe de secours a trouvé les premiers indices qui ont fait frémir tout le monde. À une dizaine de kilomètres du dernier endroit où Jacob a été contacté, à la lisière d'une forêt dense, les sauveteurs ont trouvé son sac à dos. Ce qui est inhabituel, c'est que le sac à dos n'a pas été simplement laissé sur place, mais qu'il a été soigneusement accroché à une branche d'arbre, comme s'il avait été placé là à dessein. À l'intérieur du sac à dos se trouvait de la nourriture, une carte, une boussole et une réserve d'eau. Tout ce dont on a besoin pour survivre, ce qui a soulevé encore plus de questions. Pourquoi Jacob a-t-il laissé son équipement dans un endroit aussi sûr et ne l'a-t-il pas emporté avec lui? Mais le véritable choc attendait les sauveteurs. À quelques kilomètres du sac à dos, ils ont trouvé la veste de Jacob. La veste semblait avoir été coupée au couteau. Des déchirures profondes et régulières des 2 côtés suggéraient un combat brutal ou une destruction délibérée. D'étranges empreintes de pas étaient visibles tout autour, mais elles se sont soudainement arrêtées sur place, comme si la personne qui les avait laissées avait tout simplement disparu dans l'air. La découverte la plus horrible a eu lieu le lendemain. Au fond d'une petite grotte, située encore plus profondément dans la forêt, les sauveteurs ont trouvé les restes d'un crâne humain. Au début, ils n'étaient même pas sûrs qu'il s'agissait de Jacob, mais une analyse ADN plus poussée a confirmé leur pire crainte. Le crâne reposait sur une plateforme de pierre, entourée d'ossements de petits animaux, comme si quelqu'un avait délibérément créé ce macabre autel. Cela ressemblait à une scène rituelle qui a conduit de nombreuses personnes à soupçonner que Jacob aurait pu être la victime de quelque chose de bien plus terrible qu'un simple accident dans la nature. Quelques jours après la découverte du sac à dos de Jacob Smith,
les sauveteurs sont tombés sur une piste qui, à première vue, semblait être une autre pièce du puzzle, mais qui s'est révélée bien plus sinistre qu'ils ne le pensaient. Les bottes de Jacob ont été trouvées au sommet d'une corniche rocheuse, surplombant une gorge dont la profondeur était si impressionnante que presque aucune lumière ne pouvait y pénétrer. Les chaussures étaient jambes debout, comme si quelqu'un les avait délibérément placées de cette manière pour créer le sentiment de quelque chose d'incompréhensible. Contrairement aux découvertes habituelles dans les cas de disparition, où les objets peuvent être dispersés sous l'effet de la panique ou de la précipitation, cela ressemblait à quelque chose de soigneusement préparé. Cependant, le sentiment qui s'est emparé de toutes les personnes présentes était sombre et inquiétant, comme si quelque chose de très sinistre se passait dans cet endroit. Plus choquant encore, d'étranges symboles griffés ont été découverts sur les pierres à côté des chaussures. Ils ressemblaient à d'anciens signes ou marques qui semblaient poco dénués de sens à première vue. Mais les experts qui ont été invités plus tard sur le site les ont reconnus comme faisant partie d'anciens rituels occultes. Ce phénomène, inédit dans les parcs nationaux, a suscité une vague de spéculation. Que pouvait bien signifier ce dessin et quel était son lien avec la disparition de Jacob? Pour ajouter à l'inquiétude, les sauveteurs ont trouvé des cheveux sur le sol, à côté des bottes et des panneaux. Ils appartenaient à une personne, mais l'analyse a montré qu'il ne s'agissait pas des cheveux de Jacob, mais de ceux d'une autre personne. Cette découverte a encore accru le mystère, car personne ne pouvait expliquer comment ou pourquoi il pouvait y avoir d'autres traces de quelqu'un d'autre à cet endroit. Ces découvertes ont donné lieu à de nombreuses théories. La plus horrible d'entre elles suggère que Jacob aurait pu être victime d'une secte qui pratiquait des rituels dans des coins reculés et inaccessibles du parc. Lorsque d'étranges symboles occultes ont été découverts sur les pierres, les habitants ont commencé à évoquer d'anciennes légendes faisant état de forces obscures dans les Great Smoky Mountains. D'autres ont soupçonné qu'il s'agissait d'un groupe de braconniers ou de trafiquants de drogue qui utilisaient ces endroits reculés pour leurs opérations illégales et étaient payés prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Cependant, aucune trace de bagarre ou de violence n'a été trouvée, à l'exception d'une veste déchirée. Quelques jours après la découverte des chaussures, les sauveteurs sont tombés sur un autre détail étrange. Les restes de plusieurs doigts appartenant à un être humain ont été retrouvés sur la rive d'une petite rivière qui coule à quelques kilomètres de la falaise. L'analyse confirme qu'il s'agit de parties du corps de Jacob. Ils avaient un aspect étrange, comme s'ils avaient été coupés ou délibérément laissés comme un signe impliquant une sorte de symbolisme. Ce fut la dernière découverte macabre de l'affaire. Après cela, l'opération de sauvetage s'est arrêtée et l'enquête n'a toujours pas été résolue. La disparition de Jacob Smith est devenue l'un des mystères les plus impénétrables et les plus horribles des parcs nationaux. Et même après de nombreuses années, il n'a toujours pas été élucidé. S'agit-il de l'œuvre d'une secte occulte ou peut-être de personnes qui voulaient cacher leurs activités illégales? Ou peut-être existe-t-il vraiment une force obscure dans les montagnes qui protège ses possessions? Les détails macabres qui entourent la disparition de Jacob continuent donc d'effrayer tous ceux qui découvrent l'affaire. Randy Merlin est garde forestier à Denali depuis plus de 10 ans. Avec ses vastes étendues, sa nature sauvage et ses hautes montagnes, Denali est l'un des plus grands parcs nationaux des États-Unis où les gardes forestiers jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des visiteurs. Randy était bien préparé à cet environnement, car il vivait en Alaska depuis son enfance et était un randonneur et un chasseur expérimenté.
En juillet 2007, Merlin a été chargé de patrouiller dans une zone reculée du parc appelé Ice Valley, un endroit où des inspections régulières étaient menées pour détecter les cas de braconnage illégal ou de dégradation de l'environnement. C'est l'un des endroits où les touristes se rendent rarement en raison du paysage accidenté, et c'est pourquoi il fait l'objet d'inspections fréquentes. Le 12 juillet, Randy est parti seul en patrouille, comme c'est souvent le cas dans les zones reculées. Il portait l'uniforme standard des gardes forestiers et disposait de tout l'équipement nécessaire pour 2 jours dans la nature. Cartes, boussole, radio, nourriture et eau. Il a dit à ses collègues qu'il prévoyait de revenir le 14 juillet en fin de journée. Le 14 juillet est arrivé, mais Randy n'est pas revenu. Ses collègues ne s'inquiètent pas immédiatement, car il n'est pas rare que les Rangers soient retardés en raison de conditions difficiles ou de vérifications supplémentaires. Cependant, sans nouvelles de lui le lendemain, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Compte tenu de l'expérience et de la formation de Randy, l'équipe de gardes forestiers, qui s'est jointe aux des recherches, était convaincue qu'il serait retrouvé rapidement. Plus de 50 personnes ont participé à l'opération, dont des équipes de recherche, des équipes cynophiles avec des chiens et plusieurs hélicoptères pour surveiller la zone depuis les airs. Cependant, les recherches devenaient de plus en plus difficiles au fil des jours, aucune trace de Merlin n'ayant été retrouvée. Après 1 semaine de recherche, les premiers signes de la présence de Randy ont été trouvés, mais ils n'ont fait que soulever plus de questions. Sur le flanc d'une des pentes de la forêt dense, les sauveteurs tombent sur sa carte, soigneusement pliée et abandonnée sur le sol. La question s'est immédiatement posée. Pourquoi un garde forestier expérimenté aurait-il laissé un objet aussi important dans la nature, puisqu'une carte est resté l'un des principaux moyens d'orientation? L'élément le plus étrange a été trouvé à quelques kilomètres de là, un campement abandonné avec un mégot de cigarette qui a été confirmé plus tard comme étant celui de Randy. Mais il n'y avait aucun signe de présence humaine à proximité du camp, aucun signe de lutte ou de combat. Le silence inquiétant qui régnait dans la région ne faisait que renforcer le sentiment que quelque chose avait très mal tourné. Le plus choquant, c'est que quelques jours plus tard, l'équipe est semblée tomber sur la veste déchirée de Randy, retrouvée au bord de la rivière. La veste avait été déchirée en plusieurs gros morceaux et les coupures semblaient avoir été faites par un animal fort doté de griffes ou de dents acérées. En outre, des traces de griffes sur le sol et les arbres à proximité indiquaient la présence d'un grand prédateur. Les sauveteurs ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de traces de grizzly, mais elles semblaient plus grandes et inhabituelles pour un prédateur local. En outre, les restes de son équipement ont été trouvés à proximité. Des parties d'une tente, une lanterne, mais tous ces objets étaient dispersés à une distance considérable les uns des autres. Il est donc encore plus difficile de comprendre ce qui a pu se passer. Aucun signe de lutte ou d'autres blessures n'ont été trouvés dans les environs, ce qui a de nouveau conduit à l'idée de l'intervention d'un prédateur. Après la découverte des restes de l'équipement et des traces d'un grand prédateur, l'hypothèse a été émise que Randy aurait pu être victime d'une attaque agressive de la part d'un animal sauvage que l'on rencontre rarement dans ces régions. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un prédateur mutant ou inconnu, peut-être un grand loup ou même une espèce d'ours inconnu, dont les traces ne correspondraient pas tout à fait à celles d'un grizzly typique. Les habitants de la région ont également évoqué des histoires de créatures mystérieuses qui apparaissaient parfois dans des endroits reculés du parc. Cependant, malgré ces récits, aucune preuve scientifique de l'existence de telles créatures n'a été trouvée. Une autre hypothèse suggère que Randy aurait pu rencontrer un ours ou un loup très rare et agressif qui aurait agi de manière inattendue pour le garde forestier.
De tels incidents sont rares, mais les prédateurs peuvent devenir dangereux lorsqu'ils se trouvent dans des conditions extrêmes de faim ou de maladie. Malgré des recherches à grande échelle, le corps de Randy n'a jamais été retrouvé. Les restes de ses vêtements, de son équipement et les signes d'une attaque animale ont donné lieu à de nombreuses théories, mais personne n'a pu obtenir de réponse définitive. 1 mois après sa disparition, les recherches actives ont été suspendues. L'affaire n'est toujours pas résolue et est devenue l'un des mystères les plus effrayants du parc national de Denali. Les collègues de Randy et les chercheurs tentent toujours de comprendre ce qui a pu se passer dans les contrées sauvages de l'Alaska, où la nature dicte toujours ses propres règles. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de noter l'affaire qui vous intéresse le plus et la disparition qui, selon vous, est la plus mystérieuse et la plus riche en indices inexpliqués. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. À bientôt, bonne chance et bonne continuation. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux mystérieuses disparitions de gardes forestiers, des cas qui jettent un nouvel éclairage sur les théories relatives à l'existence d'un phénomène surnaturel. Ces histoires peuvent sembler si étranges qu'il est difficile de les croire, mais elles ont toutes un point commun. Des gardes forestiers, experts chevronnés de la faune et de la flore, ont disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des découvertes troublantes. Des détails inquiétants et des empreintes étranges qui ne peuvent être expliquées par des animaux ou des phénomènes naturels nous amènent à nous demander si des créatures invisibles à l'œil nu ne sont pas responsables de ces disparitions. Préparez-vous à entendre de nouvelles histoires qui confirment les théories sur l'inconnu et aimez l'émission si vous êtes intéressé par les vrais mystères qui stimulent l'imagination. En octobre 2014, au fin fond de la forêt de Blackwood, dans le nord du Maine, s'est produit l'un des événements les plus mystérieux et les plus étranges, impliquant la disparition d'un garde forestier expérimenté, John Gregg. Bien que cette forêt ne soit pas aussi célèbre que d'autres parcs nationaux, elle a la réputation d'être un lieu où la nature ne tolère pas les erreurs, et les habitants parlent depuis longtemps des forces obscures qui se cachent mais dans ses profondeurs. John Gregg, un garde forestier de 35 ans, travaille dans la forêt de Blackwood depuis plus de 10 ans. C'était un randonneur expérimenté qui connaissait la forêt comme sa poche. John a grandi dans une ville voisine et connaît donc depuis l'enfance tous les sentiers, les buissons et les innombrables vallées qui encadrent la forêt. Blackwood était sa maison et il s'y sentait en sécurité. Cependant, malgré sa connaissance de la région, cette forêt avait ses propres secrets. Les habitants parlent souvent des étranges disparitions d'animaux qui se sont produites au fil des ans. Il y a toujours quelque chose qui cloche dans cet endroit sauvage, mais John ne croit pas aux vieilles histoires. Il traite son travail avec une précision professionnelle, sans jamais laisser ses émotions prendre le dessus. La forêt de Blackwood est connue pour sa densité et son inaccessibilité. Il existe plusieurs endroits reculés où peu de gens osent se rendre, et l'un de ces endroits était le Dam Dark Ravine, une gorge profonde entourée de grands arbres, rarement visités, même par les touristes les plus expérimentés. Cet endroit était considéré comme l'un des plus isolés et des plus dangereux de la forêt. Les habitants de la région l'évitaient en raison des rumeurs étranges qui circulaient à son sujet. En octobre 2014, John a été chargé de patrouiller dans la zone. Sa tâche consistait à vérifier les éventuelles violations, à trouver les braconniers illégaux et à effectuer des patrouilles de routine.
Ses collègues savaient Gomon qu'il était parti le 18 octobre et devait revenir 2 jours plus tard. John avait emporté son équipement standard, à savoir une radio, une boussole, une carte, une lampe de poche, et suffisamment de nourriture et d'eau pour passer plusieurs jours dans la forêt. Le jour où John devait rentrer est arrivé, mais il n'a pas donné signe de vie. Dans un premier temps, ses collègues ne se sont pas inquiétés, car de tels retards sont parfois dus à des circonstances imprévues, telles que le mauvais temps ou des contrôles supplémentaires. Cependant, après 24 heures supplémentaires, l'opération de recherche et de sauvetage a commencé. Plus de 40 personnes ont participé aux recherches, notamment des équipes cynophiles, des hélicoptères et des pisteurs expérimentés. Cependant, malgré l'intensité des recherches, les premiers jours n'ont donné aucun résultat. La forêt semblait impénétrable et la trace de John avait disparu. Au 3e jour des recherches, une équipe de sauveteurs, explorant l'un des sentiers éloignés, est tombée sur un spectacle étrange. Dans une zone marécageuse de la forêt, ils ont trouvé des empreintes de pas qui appartenaient à John. Cependant, ces empreintes étaient restées trop étranges. Elles se sont soudainement interrompues au milieu du sentier et, quelques mètres plus loin, ils ont trouvé les empreintes de quelque chose de grand et de lourd. Les traces ressemblaient aux empreintes de pattes d'un prédateur, mais aucun des experts n'a pu identifier l'animal à partir de ces empreintes. Elles étaient trop grandes pour un ours et trop déformées pour un prédateur connu. Mais le plus étrange, c'est qu'en plus des empreintes, on a trouvé des fragments de terre et de branches, comme s'ils avaient été déracinés. Les arbres et le sol semblaient avoir été déchirés de l'intérieur. Une image qui a choqué les sauveteurs et semé la panique parmi les habitants qui se sont joints aux recherches. Une découverte encore plus macabre. Ils ont trouvé les restes de la tente de John et ses effets personnels éparpillés sur plusieurs dizaines de mètres. Il y a des traces de lutte, des éclats de bois, des griffures sur l'écorce, des traces de sang, mais pas de corps. En plein centre du site, sur un gros rocher, on trouve un objet qui choque les chercheurs. Un énorme morceau de fourrure, semblable à de la fourrure d'ours, mais d'une couleur plus foncée et d'une texture floue qui ressemble plus à de la peau de reptile. L'analyse sur place n'a rien donné. Plus choquant encore, la fourrure était recouverte d'une fine couche de mucus qui dégageait une odeur étrange, presque métallique. Les sauveteurs n'ont pas pu expliquer l'origine de cette substance. Certains ont commencé à évoquer la possibilité de l'existence d'un prédateur inconnu de la science vivant dans les profondeurs de la forêt. Le dernier maillon de cette série de découvertes inquiétantes a été la découverte d'un arbre à 5 mètres de hauteur. Les sauveteurs y ont trouvé des branches cassées et des taches de sang. Les restes des bottes de John ont été retrouvés près de cet endroit. Le plus étrange, c'est qu'elles étaient accrochées à l'arbre, soigneusement placées, l'une à côté de l'autre, comme si quelqu'un les avait délibérément enlevées du rangeur et laissées dans cette position. Aucun animal n'aurait pu laisser les chaussures dans un tel état, ce qui a conduit les sauveteurs à penser que quelque chose d'intelligent avait pu intervenir. Après ces découvertes, certains membres de l'équipe ont émis l'hypothèse que John n'avait peut-être pas été enlevé et tué par un prédateur ordinaire. La théorie d'une attaque par une créature inconnue a commencé à prendre de l'ampleur, surtout après que plusieurs chasseurs locaux ont mentionné que des animaux avaient déjà disparu dans ces bois et que leurs cadavres portaient parfois d'étranges marques de dents et d'égratignures. Quelques semaines après le début des recherches, les sauveteurs sont tombés sur l'une des découvertes les plus mystérieuses. À quelques kilomètres de l'endroit où se trouvaient là les traces de la lutte, ils ont découvert un énorme trou creusé dans le sol d'une profondeur d'environ 5 mètres. À l'intérieur se trouvaient les restes d'objets ayant appartenu à John.
Les branches des arbres environnants étaient mutilées et le sol était carbonisé. Tout cela donnait l'impression que quelque chose d'énorme était tombé dans le trou ou en avait été extrait avec une force considérable. Mais c'est là que les sauveteurs ont fait une autre découverte macabre. À l'entrée de la fosse se trouvaient les restes d'un animal ressemblant à un loup, mais d'une taille impressionnante. Le corps de l'animal présentait des signes de graves dommages, comme s'il avait été déchiré par une créature encore plus grande. L'examen des restes n'a pas été concluant et personne n'a pu déterminer de quelle espèce il s'agissait. La disparition de John Gregg est devenue l'un des événements les plus étranges et inexplicables de l'histoire de la gestion du parc. Beaucoup pensent qu'Ankila Lissil a été victime d'un prédateur inconnu, peut-être une créature qui rôde encore dans les profondeurs de la forêt de Blackwood. D'autres pensent qu'il a été attaqué par un ours ou un loup mutant qui a survécu aux conditions difficiles et a développé ses capacités extraordinaires. Cette histoire reste un mystère. Après cette disparition, la forêt de Blackwood a acquis une réputation encore plus sinistre auprès des habitants et des touristes. Les sauveteurs et les chercheurs qui ont participé aux camps recherche n'osent plus s'enfoncer dans la forêt, en particulier dans le Point Dark Ravine, où John a disparu. Cette disparition est un avertissement pour tous ceux qui osent s'aventurer dans ces coins, reculés de la nature sauvage. Tout dans ce monde ne peut pas être expliqué par la science. La forêt reste un lieu où la nature peut se défendre par ses propres moyens, inconnus. En août 2018, Joanna Range, une garde forestière de 29 ans de la forêt nationale de Lincoln au Nouveau-Mexique, est partie pour sa dernière mission. Elle était connue de ses collègues pour son amour passionné du plein air, sa nature prudente et sa capacité à naviguer dans les zones les plus reculées et les plus inaccessibles. La forêt de Lincoln, avec ses denses forêts de pins et ses pentes montagneuses, fait partie de sa vie depuis l'enfance. Elle a grandi à la périphérie de l'État et a décidé de consacrer sa vie à la protection de cet endroit contre les braconniers illégaux et les touristes qui ne respectent pas les règles du parc. Le 12 août, Joanna a reçu une mission de routine consistant à patrouiller dans la zone connue sous le nom de Shadow Rock, située dans la partie la plus reculée de la forêt. Cette zone doit son nom aux gorges profondes et aux hautes montagnes qui plongent souvent les sentiers dans une ombre permanente. Les habitants parlent souvent du rocher de l'ombre, comme d'un lieu où se produisent des événements inhabituels. Des randonneurs et des chasseurs ont rapporté des bruits étranges, des ombres sinistres qui hantent les gens, et certains ont même affirmé avoir vu des créatures étranges, bien qu'aucun de ces cas n'ait été officiellement confirmé. Joanna s'est partie en patrouille, seule, comme elle le faisait souvent. Elle a d'habitude emporté avec elle l'équipement standard, une radio, une carte, une boussole, une lampe de poche et suffisamment de nourriture et d'eau pour plusieurs jours. Elle était sûre de revenir le lendemain et ne s'attendait pas à rencontrer des difficultés. Cependant, lorsque Joanna n'est pas revenue ou n'a pas donné de nouvelles, le 14 août, ses collègues ont immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours été ponctuelle et n'avait jamais enfreint les règles de sécurité. Aussi, lorsqu'ils n'ont pas réussi à la joindre par radio, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Les 2 premiers jours de recherche n'ont donné aucun résultat. Plus de 30 sauveteurs ont participé à l'opération. La forêt est dense, les sentiers sont difficiles d'accès et le temps n'est pas propice aux recherches. Le brouillard se lève le soir, rendant les recherches presque impossibles. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les habitants ont déclaré que la forêt se comportait de manière étrange. Des tempêtes éclataient soudainement, puis s'apaisaient là, brusquement.
et il y avait de brusques changements de température. Au 3e jour des recherches, après avoir examiné en vain plusieurs sentiers principaux et la zone proche du rocher des ombres, les sauveteurs sont tombés sur la première découverte impressionnante qui a considérablement changé l'atmosphère des recherches. Au fond d'un ravin, à plusieurs kilomètres de l'itinéraire prévu pour Johanna, ils ont trouvé sa radio. Mais la façon dont elle était a été trouvée a provoqué la surprise et la panique au sein de l'équipe. La radio se trouvait à l'intérieur d'un grand arbre fendu par la foudre. Seul un mince rayon de lumière passait à travers la fissure, et l'un des sauveteurs a repéré le boîtier métallique brillant de l'appareil. Le plus étrange, c'est que la radio était parfaitement fonctionnelle, mais recouverte d'une couche de saleté, comme si elle était là depuis des jours. Le signal émis par la radio était puissant et, comme il s'est avéré plus tard, la radio fonctionnait sur une source d'énergie de secours. Cependant, Johanna n'a jamais essayé de la contacter, ce qui a amené les sauveteurs à se demander pourquoi. Quelques mètres plus au nord, ils ont trouvé des morceaux de tissu éparpillés dont la couleur et la texture correspondaient à celles des vêtements de Johanna. Mais le tableau que les sauveteurs ont découvert a étonné même les plus expérimentés d'entre eux. Les tissus étaient mollus, froissés et couverts d'étranges rayures, comme si quelque chose les avait mâchés ou déchirés avec une force incroyable. À proximité, de profondes empreintes de pas, qui n'ont rien d'humain ou d'animal, s'arrêtent brusquement à quelques mètres du site. Au 5e jour des recherches, l'équipe a commencé à entendre quelque chose d'étrange. Au début, il s'agissait de petits bruissements dans les buissons qui pouvaient facilement être dus au vent ou à des animaux sauvages. Mais chaque nuit, les sons sont devenus plus forts et plus clairs, se transformant en une sorte de rugissement grave et profond qui ne ressemblait à aucun animal connu dans la région. Ce bruit suivait les sauveteurs à chaque fois qu'ils s'approchaient des parties les plus profondes de la forêt. Les chiens de recherche se sont arrêtés brusquement à plusieurs reprises, comme s'ils sentaient également quelque chose d'invisible. L'un des maîtres chiens, qui a 20 ans d'expérience, a admis qu'il n'avait jamais vu ses chiens dans un tel état. Les animaux refusaient d'avancer et commençaient à gémir nerveusement, comme s'ils sentaient un danger. Le bruit se rapproche à chaque fois que l'équipe s'approche du rocher des ombres. Certains membres de l'équipe commencent à se demander si Johanna n'est pas tombée sur quelque chose d'inconnu, tapi dans la forêt. Plus les jours passent, plus les sauveteurs échafaudent des théories. Certains pensent qu'elle a rencontré des braconniers, tandis que d'autres affirment que des forces surnaturelles sont à l'œuvre dans la région. Après presque 3 semaines de recherches acharnées, qui ont donné lieu à de nombreuses découvertes étranges et sinistres, le sort de Johanna Range reste entouré de mystères. Malgré les efforts de plus d'une centaine de sauveteurs, dont des gardes forestiers, des bénévoles et des équipes des cynophiles, l'opération de recherche n'a pas donné le résultat escompté. Le corps de Johanna n'a jamais été retrouvé. Les derniers jours des recherches ont été marqués par le désespoir et la peur au sein de l'équipe. Des forces inconnues qui semblaient contrôler tout ce qui se passait dans la forêt effrayaient même les plus résistants. Les sauveteurs qui ont continué à travailler dans les zones inaccessibles de la forêt ont admis qu'ils commençaient à ressentir une profonde anxiété et l'impression étrange que quelqu'un les observait en permanence. Les rapports de police indiquent que le nombre d'anomalies sur le site de la disparition de Johanna est sans précédent dans ce genre d'affaires. Il n'existe aucune preuve concrète d'une attaque animale ou d'une intervention humaine. Les empreintes de pas trouvées sur le site ne correspondent à aucune espèce animale connue, et les étranges symboles dans la grotte, ainsi que les sons entendus par les sauveteurs, ajoutent encore au mystère de l'affaire. 1 mois après le début des recherches, toutes les opérations actives ont été suspendues.
La police et les sauveteurs ont annoncé que Johanna Range était probablement morte dans un accident. Mais en l'absence de preuves concrètes ou de corps, ils n'ont pu confirmer officiellement aucune des deux théories. L'affaire n'a pas été résolue et Johanna Range a été portée disparue. Le parc national de Yellowstone, connu pour ses paysages pittoresques et sa faune abondante, ne cache pas seulement la grandeur de la nature, mais aussi de sombres secrets. L'un d'entre eux, liéreux, est la disparition macabre de Nate Harrison, un ranger de 34 ans, survenu à l'été 2017 dans des circonstances qui n'ont toujours pas été élucidées. Nate était un ranger expérimenté qui travaillait à Yellowstone depuis plus de 10 ans. Il était considéré comme un maître dans son métier. Il connaissait les sentiers forestiers, les geysers volcaniques et les lacs cachés du parc. Cependant, son endroit préféré pour patrouiller était la zone près de Craig Pass, connue pour son inaccessibilité et son manque de sentiers de randonnée. Craig Pass est un endroit situé sur la ligne de partage des eaux à 2518 mètres d'altitude, qui sépare les eaux se jetant dans les océans Pacifique et Atlantique. C'est l'un des endroits d'art les plus isolés du parc, où la faune rencontre des paysages de montagnes primitifs qui ne font qu'ajouter à l'atmosphère de danger et de mystère. Début juin 2017, Nate a été chargé d'inspecter les environs du lac Isa, situé près du col Craig. Ce plan d'eau était connu pour se trouver sur le bassin versant lui-même et se confondre avec des rivières qui se jettent dans les deux océans. Sa mission était simple, rechercher des signes de braconnage et vérifier l'état de l'écosystème. Il était parti en patrouille, seul, ce qui n'est pas inhabituel pour un garde forestier expérimenté. Cependant, après 3 jours sans contact, les collègues de Nate commencent à s'inquiéter. Il était censé revenir à la base le 13 juin au soir, mais il ne s'est jamais présenté. Ses collègues ont tenté de le contacter par radio, mais en vain. Le dernier signal de son appareil a été détecté dans la région de Craig Pass à 9h ce matin-là, puis le signal a soudainement disparu. Nate n'étant pas revenu à la fin de la journée, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Une équipe de rangers a exploré les principaux itinéraires autour du col et du lac Isa, mais aucune trace n'a été trouvée. Ils décident alors de s'aventurer dans les zones plus profondes du parc que Nate utilise souvent pour ses recherches. La première découverte qui a alerté les sauveteurs a été sa voiture, laissée sur le bord d'une route étroite près du col. La voiture n'était pas verrouillée et les clés avaient même été laissées à l'intérieur, ce qui était inhabituel pour Nate, qui respectait toujours les protocoles de sécurité. Tous ces documents et effets personnels se trouvaient encore dans la voiture. On ne peut pas parler d'une tentative de fuite soudaine ou d'une absence de plan. Au 4e jour des recherches, dans la forêt à quelques kilomètres du col, les sauveteurs ont trouvé son sac à dos. Il était posé au milieu de buissons denses et semblait intact. Le plus étrange, c'est que sa carte, sa boussole et sa nourriture se trouvaient toujours dans le sac à dos, tout ce que Nate aurait pu utiliser en cas de danger. À proximité, ils ont trouvé une bouteille d'eau avec des empreintes digitales qui ont été confirmées plus tard comme étant celles de Nate. Le temps passe et, au 7e jour des recherches, il est décidé de faire appel à des experts en recherche de personnes disparues. Cependant, même eux n'ont pas réussi à trouver de nouvelles preuves. Les recherches se sont poursuivies pendant 2 semaines, mais aucune nouvelle trace n'a été relevée. Des théories ont commencé à circuler parmi les sauveteurs. Certains pensent que Nate aurait pu rencontrer des braconniers ou des groupes de personnes chassant illégalement dans le parc. D'autres étaient convaincus qu'il avait été attaqué par un animal sauvage, comme un ours ou un loup. Cependant, aucune preuve n'a jamais été trouvée
pour étayer ces théories. La théorie la plus effrayante, cependant, était que Nat avait rencontré quelque chose d'inhabituel, soit des forces anciennes de la nature, soit d'une créature inconnue qui vit dans ses profondeurs. Certains sauveteurs ont affirmé que les bruits étranges qu'ils entendaient la nuit pouvaient être liés aux légendes locales sur les esprits et les créatures qui gardent la Terre. Après 1 mois de recherches infructueuses, l'opération a été officiellement interrompue. Le corps de Nate Harrison n'a jamais été retrouvé et sa disparition reste l'un des plus grands mystères du parc national de Yellowstone. Sa famille et ses collègues ont été dévastés, et si son nom est toujours vénéré par le personnel du parc, le mystère de ce qui est arrivé à Nate ce jour de juin reste entier. C'est tout. Si vous avez aimé ces histoires mystérieuses, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux épisodes. Plus nous en apprenons, plus nous nous posons des questions. Alors, laissez un commentaire avec vos théories et vos opinions. Merci d'avoir regardé et à bientôt.